Le petit bruit que vous entendez là derrière, c'est un type qui fait de l'YZ dans mon ordinateur. Bonjour tout le monde, c'est la suite du grand œuvre des francs-maçons. Donc on avait analysé Harp dans un premier temps. Là j'ai préféré mettre une voix off parce que, parce que le son était pourri, hein. Donc je préfère qu'il y ait un meilleur son, surtout pour ceux dont on va parler. Donc on a analysé Harp, mais l'analyse seule n'apporte rien de plus. Voilà, une analyse toute seule n'apporte rien s'il n'y a pas une synthèse, donc un replacement de l'élément analysé dans son contexte. C'est ça le plus important. En replaçant l'élément dans son contexte, la pièce de puzzle, on a, euh, on a plus d'informations. On peut la lier à d'autres pièces et on a petit à petit un gros bout de la fresque qu'on aimerait voir. C'est ça le but. Un gros bout de la fresque, appelez la vérité, appelez-la ce que vous voulez, qui se dévoile. Donc l'analyse seule entraîne une course scientifique et technologique entre gros. Voilà, l'analyse seule de Harp nous permettrait de dire qu'il y a une course scientifique et technologique entre gros pour dominer le monde, à travers un combat de mèmes ou de super mèmes ou de ce que vous voulez. Allez voir la mémétique un petit peu, c'est important, c'est l'un des éléments centraux de ma réflexion. Mais avec une synthèse, on aboutit à quelque chose de plus fantastique, quelque chose de plus hallucinant, quelque chose de plus surprenant. La vérité, ou plutôt, j'ai plutôt trois hypothèses. Alors, je vais vous évoquer surtout l'hypothèse d'aujourd'hui, l'hypothèse Gaïa, je vais l'appeler. Et puis je ferai allusion à, parce qu'il faudrait des bouquins entiers pour en parler, à l'hypothèse processeur et à l'hypothèse aussi simulation dont je vous ai parlé à différentes reprises. Ces deux hypothèses peuvent se lier avec l'hypothèse Gaïa dont je vais parler. Ces deux hypothèses sont quelquefois en contradiction, mais les trois, donc Gaïa, hypothèse Terre-processeur, humain-électron et hypothèse simulation de l'univers, l'univers étant une session d'une simulation, Dieu étant un logiciel. Donc ces trois-là sont les trois théories que je mets en avant, qui sont les plus à même d'expliquer tout un tas de choses qui demeurent pour l'instant inexplicables. Donc on a trois hypothèses, ça restera le champ des possibles, hein. Voilà. Et je pense que le grand œuvre tourne autour de ces trois, mais aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'hypothèse Gaïa. C'est une hypothèse qui a l'avantage de nous maintenir dans le réel, c'est-à-dire que tout ce que nous voyons est réel, est tangible. Alors vous allez me dire, même un rêve est réel. Oui, même un rêve est réel, mais vous voyez à quelle réalité je veux parvenir. Une simulation aussi est réelle. Mais si on est dans une simulation, on n'est ni plus ni moins que du pixel sur un écran. On n'est ni plus ni moins que du programme animé par de l'énergie. Voilà, c'est de cette réalité-là dont je parle. On va commencer par le commencement, hein. Bah, le commencement, c'est le Big Bang, hein, curieusement, hein. On a créé un univers, enfin un espace-temps plutôt, hein, et d'où l'importance de ma vidéo sur la relativité. Je vous invite à aller voir un petit peu les deux vidéos sur la relativité. On a créé un univers, un espace-temps, et c'est l'écran, c'était l'écran nécessaire. Alors il décrit, cet écran est décrit partiellement par toutes les religions, par tous les mythes de tout le monde, comme démarrant d'un œuf cosmique. Voilà. Alors, les Indiens parlent de respiration de Brahma, d'un univers qui respire, donc qui s'étend, qui décroît, qui s'étend, qui décroît, comme une respiration. J'inspire, j'expire. Mais sinon, très souvent, on fait démarrer l'origine de l'univers à un œuf cosmique, ce qui correspond un petit peu à ce que la science évoque avec le Big Bang, hein, une explosion de temps et d'espace. Donc on a créé un plan d'existence reposant sur le binaire, allant vers le ternaire. Le binaire, c'est quoi? C'est il y a de l'énergie, il n'y en a pas. Je suis là, je suis pas là. Zéro ou un. C'est dès que quelque chose apparaît, il y a son contraire qui apparaît. C'est le principe de l'opposition. C'est le plus ou le moins. C'est un petit peu à l'image de nos vies. Je grandis, je diminue. J'accrois, je perds. Euh, que dire encore? Voilà. Il n'y a pas vraiment encore de. Le point d'équilibre, cet écran serait le point central, le zéro central. Ayez en tête un petit peu un repère orthonormé à l'esprit. Vous allez voir que le zéro du centre peut correspondre au zéro dont parle Alan Duke. Euh, la sortie vers d'autres mondes, la libération. La perfection, elle est dans l'équilibre, elle n'est pas dans un sens ou l'autre. Pensez au repère orthonormé, plus l'infini, moins l'infini. La perfection, elle est dans le zéro. Le zéro qui est la porte de toutes les directions. Ce zéro-là, qui pour moi n'est pas le zéro du nihil, c'est-à-dire il n'y a plus rien,
C'est un autre type de zéro, c'est un point d'équilibre. Ce point d'équilibre signifie le ternaire auquel on doit aboutir. Alors j'ai très souvent l'habitude de dire qu'on est dans un monde de confrontation et qu'il faut passer à un monde non plus d'opposition et de confrontation, même s'il fallait cette confrontation pour faire émerger l'ego, l'individualité, faire avancer l'espèce humaine. Il est temps de changer de classe et de passer au monde de la collaboration, de l'union, là où 1 plus 1 donne 3. Alors que nous sommes dans un monde où très souvent 1 plus 1 donne 0. C'est un monde luciférien, et on le voit aussi en physique, hein. Lucifer portait la lumière. Qu'est-ce qui porte la lumière? C'est le photon. On baigne dans de l'électromagnétisme. Et 94% de l'énergie de l'univers, alors je ne veux pas dire de bêtises, non, 94% du rayonnement de l'univers est l'électromagnétisme. Tout ce que nous pouvons voir, nous le voyons grâce à l'électromagnétisme, sans parler du photon qui participe à tout un tas de synthèses chimiques qui permettent la vie. Voilà. Ça, c'était l'écran avec son entropie. L'entropie, pour faire simple, c'est le degré de désordre, c'est la flèche du temps à l'échelle macroscopique. C'est un verre, lorsqu'il tombe, il se casse, mais on ne verra jamais l'effet inverse, l'irréversibilité, etc., etc. C'est le monde du diable, le monde de la division, le monde du diable. Appelez-le comme vous voulez. Cet écran-là, ensuite, était nécessaire. Vous allez voir où je vais en venir. Cet écran-là était nécessaire. Alors, il y a aussi, voilà, c'est une session, elle dure 26 000 ans. 26 000 ans correspondant à la précession des équinoxes. Donc une année de classe. Et à chaque fin d'année, comme là, vous avez des gens qui monteront en année supérieure pour faire un nouveau cycle de 26 000 ans. Là, je pense en l'occurrence, ça sera le cycle de la collaboration, de l'union, de la compréhension. Certains redoubleront et d'autres disparaîtront. Voilà, c'est une histoire de vibration, de qu'est-ce que tu as fait durant toute ton année. Parce que maintenant, il y a le conseil de classe. Bref, tout ceci, on en a parlé. Ça ne sert à rien que je reste dessus. On va venir, après l'écran, on va venir à la Terre. Donc après l'écran, on a le joyau, la scène, le processeur. C'est selon l'hypothèse. Moi, ce que je remarque, c'est que la Terre s'est construite d'une manière assez particulière. Alors, on va oublier les extraterrestres, Fermi, tous ces trucs-là, parce que c'est pas le sujet, et on va se centrer sur la Terre. Je remarque que la ionosphère semble correspondre. Alors, je sais que la ionosphère n'est pas un mur, n'est pas. Il y a des choses qui passent, même si elle trouble les ondes qui passent par la ionosphère pour aller dans l'espace, même si elle ralentit certaines communications avec les satellites, et c'est pour ça qu'ils en tiennent compte, notamment pour les systèmes GPS. La ionosphère, on dirait un petit peu une sorte de cage de Faraday. Moi, elle me fait penser à la ceinture illique, la triple ceinture que mettrait Yao autour des humains pour les empêcher justement d'aller vers le ciel de la connaissance, de remonter, de quitter un petit peu ce monde. Après, la Terre, c'est marrant, il y a le Soleil au milieu. Vous avez l'opposé, l'opposé c'est la lumière, l'obscurité c'est Saturne. Et la Terre, regardez, vous avez des planètes telluriques jusqu'à Mars. Ensuite, il y a une première ceinture d'astéroïdes, on dirait une protection. Ensuite, vous avez la protection des planètes gazeuses géantes, Jupiter, Neptune, Saturne. Alors pourquoi protection? Mais il faut savoir que leur masse, gravitationnellement parlant, attire toutes les saloperies, tous les cailloux, tous les astéroïdes, toutes les comètes, elles les attirent et elles évitent ainsi que la Terre soit une cible potentielle. Donc elle constitue aussi une forme de protection. Pour atteindre la Terre, il faut passer par tout un tas de protections. Vous avez la ceinture de Kuiper. Imaginez que vous veniez de l'extérieur, que vous vouliez rentrer dans notre zone. Vous avez beaucoup plus loin le nuage d'Oort. Vous avez la ceinture de Kuiper. Vous avez la protection des planètes gazeuses, vous avez la ceinture d'astéroïdes. Alors je sais que si nous étions dans la ceinture d'astéroïdes, on verrait un astéroïde tous les 1000 km parce qu'elle est enfin c'est une grande zone, ça ne constitue pas un mur au sens où on l'entend. Mais symboliquement, voilà, vous avez la ceinture d'astéroïdes et ensuite seulement vous arrivez à la Terre pour aller vers la lumière. C'est important cette symbolique. Donc on a la Terre qui apparaît il y a 4,5 milliards d'années, la Terre géologique. On vient de construire un squelette. Ensuite, il y a la vie qui apparaît. Et là, il a fallu tout un tas de tâtonnements pour passer de la cellule prokaryote. On ne parle pas de Darwin, tout ça, créationniste, c'est pas le but. Commencez pas avec vos questions là-dessus aussi. Cette vie avec tâtonnement, c'est là où la mémétique est importante. Donc, on a élaboré progressivement des porteurs vivants. Ce ne sont plus des particules inertes. On ne parlera pas de vie minérale ici.
jusqu'à aboutir à l'humain qui est le meilleur porteur, la meilleure cellule de ce corps qu'est la Terre. Donc pour l'instant, c'est le meilleur porteur pour accueillir des idées de plus en plus complexes, et on l'a vu avec l'apparition d'humains. Je veux dire, la même éthique te dit que chaque porteur construit le prochain porteur, et le but du jeu, c'est d'avoir un porteur qui puisse accueillir un maximum d'idées de même, de plus en plus complexes. On est d'accord, hein, un chien, par exemple, va moins accueillir de même, de super même qu'un humain. Un humain connaît par exemple la religion, les chiens, jusqu'à preuve du contraire, ne la connaissent pas. A fortiori, un être unicellulaire, comme je ne sais pas, une bactérie, par exemple, elle ne portera sûrement pas des mêmes aussi élaborés que porteront l'humain. Donc par tâtonnement progressif, on va rester sur le darwinisme. On a l'humain, voilà. Alors la pièce de puzzle ici, c'était la mémétique. Je suis en train de faire de la synthèse. Je vous ai parlé d'ARP, je vous parle un petit peu de science, et je vous parle de mémétique. Allez voir ma vidéo sur la mémétique, allez lire un petit peu ce qu'en dit Howard Bloom, vous verrez, c'est passionnant. Vous verrez que quand on commence à mettre en parallèle tout un tas d'éléments donnés, ce que ne font pas certains, on commence à avoir une petite histoire qui se forme. Donc là, on a un univers, un écrin, un corps, un squelette géologique pour l'instant. L'univers et la Terre étant des plans d'existence dans lesquels se développe le principe de vie, qui permet de créer des supports pouvant porter des mèmes de plus en plus nombreux, de plus en plus élaborés. Voilà. On a vu que le mème était une information, un bout d'information, comme le gène, c'était le pendant du gène. Le gène porte une information, il y a un support et une information génétique. Le mème d'ordre social, et c'est par mimétique, par apprentissage, qui se transmet. L'homme, comme les autres supports précédents, est le support le plus évolué pour permettre l'incarnation d'idées complexes, on vient de le dire. Des idées qui s'incarnent, qui vivent, qui mutent, qui s'affrontent, qui disparaissent. C'est marrant parce que là, l'homme n'est plus au centre du jeu. L'homme, c'est juste un véhicule qui a été créé pour servir. Et dans son ego, il s'est vu être élément central de tout l'univers. Avec la mémétique, non, on te dit juste que tu sers ce qui est l'élément, ce qui est au-delà de tous les plans, les idées. On revient à Platon, là. Hein. Le monde des idées, le monde des formes, le monde du sensible. Voilà, l'univers, je vous le répète tout le temps, peut être résumé à des supports qui portent de l'information. Les deux peuvent être résumés à de l'énergie. L'énergie qui porte, l'énergie qui écrit, comme de l'encre. Voilà, l'encre porte l'information qui est écrite grâce à cette encre. On a parlé des mêmes. Donc la mémétique, voilà, effectivement, chaque porteur fabrique le prochain porteur plus évolué. C'est là où je me suis planté pendant des années. J'ai cherché cette piste, je me suis dit qu'est-ce que construit l'homme? Ah, le cyborg, le robot, l'informatique, l'intelligence artificielle. Alors, ils ont leur rôle puisqu'ils existent. Ils ont leur rôle. Mais ce n'est pas ça que construit l'homme finalement. Et je l'ai compris il y a peu. Ce n'est pas ça. Si c'est pour construire un ordinateur ou un cyborg qui aura un libre arbitre plus réduit, qui ne sera là que parce qu'il pense plus rapidement, il n'y a pas d'amélioration. Est-ce qu'un cyborg ou un ordinateur peut accueillir certaines subtilités, certaines idées très très complexes, l'idée du beau, tout ce qui n'est pas computable? Non. Donc ce n'est pas le porteur le plus évolué après l'homme. Et là j'ai compris mon erreur. Voilà, c'était une fausse piste. L'informatique a du sens, la robotique a du sens, et vous allez le voir pourquoi. Mais l'homme, le prochain support à l'homme, ce n'est pas le cyborg, ce n'est pas l'ordinateur, ce n'est même pas l'étape d'après la dématérialisation, ça c'est encore autre chose. Qu'est-ce que fabrique l'homme qui va le remplacer si on reste sous cet angle d'analyse? C'est ça le grand thème. Alors je prends mon temps. Hein. Là, vous pouvez admirer quand même le vieux port en attendant. On a parlé aussi du fractal. Alors mémétique, ARP, développement de la vie, darwinisme, physique. Là, on a aussi parlé du fractal en mathématiques. Le fractal, retenez juste que c'est... Vous pouvez aller voir la vidéo sur Benoît Mendelbrot. Le fractal, c'est l'autosimilarité à chaque échelle. C'est des plans d'existence qui s'emboîtent. L'idée d'un vide plein, de plan d'infini vers l'infiniment petit, ça c'est encore autre chose. Mais il y a The Six String of Hell, l'un de mes abonnés, qui a émis l'idée justement que ces vides seraient pleins. Alors je ne vais pas aller sur cette piste-là, même si je pense que oui, c'est des plans avec une autosimilarité qui s'emboîtent.
Et comme disait un physicien célèbre, en bas il y a de la place. Mais je ne vais pas aller là. Non, 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 non. Je vais poursuivre sur l'homme. L'homme, au cours de son évolution, il a dû se civiliser. On a dû dresser l'homme. Les idées ont dressé l'homme. Voilà. On a dû le conditionner. Il fallait le civiliser, le sédentariser pour que puisse apparaître la science, la réflexion. La science qui conditionne le technologique, qui conditionne notre mode de vie. Pour qu'il puisse être plus intelligent. Voilà. Parce que s'il avait été nomade tout le temps, ou s'il n'avait vécu que dans des petites sociétés de chasse ou de cueilleurs, il n'aurait pas pu développer tous ces concepts, il n'aurait pas pu lui-même accueillir des idées de plus en plus développées, de plus en plus élaborées. Donc il a fallu le faire évoluer, et puis c'est là où ça commence à être sympathique. Bon, tout au long de l'histoire, on a regroupé les humains, on a cassé les vieilles structures, on a remis de nouvelles structures, etc., 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 etc. Et c'est surtout à l'apparition de la presse qu'on peut voir un temps important arriver. La presse, puis ensuite on aura la radio, la télé, tout ça commençait à unifier les humains sur le plan des idées. La presse dit à tous ses lecteurs comment il faut penser. La télé, la radio contribuent à créer une culture commune. Voilà. Donc petit à petit, on a créé l'homme et on l'a amené à devenir un être sédentaire, pensant, qui utilise plus sa tête que son corps. On l'a amené vers un mode de vie et on l'a amené vers une société de l'information, de communication. Un petit peu comme la physique quantique, qui est une théorie de l'information. Un petit peu comme l'univers, dont chaque particule appartient au tout, mais en même temps communique avec le reste. Il reçoit en retour. Nos cellules communiquent. La communication n'est pas seulement verbale, voilà. Et on a attendu le XXe siècle, et là, il y a eu explosion de sciences, donc explosion aussi de concepts, et notamment l'informatique. Alors, c'est quoi l'explosion de concepts, et notamment l'informatique? C'est très simple. Un homme préhistorique va lui expliquer ce qu'est un système d'exploitation, ou un film. Un film, c'est des images qui bougent, comme dirait Jean, dans l'Apocalypse. Ben, ça, c'est un concept qu'il ne connaissait pas et qu'il ne pouvait pas connaître. Il a fallu progressivement l'amener à travers d'autres concepts, des concepts moins élaborés, vers ce concept-là. L'informatique, ça va donner Internet. Internet, c'est la presse, plus la radio, plus la télé, plus le feedback, le retour d'information. Et vous allez voir que chacune des pièces est importante pour la suite, pour comprendre ce que nous construisons sans nous en rendre compte, sauf une clique de petits malins, puisqu'ils l'appellent le grand œuvre, ils en sont conscients, enfin j'espère pour eux. Donc l'informatique qui a donné Internet, l'électronique, la physique, l'architecture, les systèmes centrales, nerveux d'une planète, etc. Enfin, là je ne devrais pas le dire comme ça. On va dire que l'informatique unifie toutes les sciences, toutes les disciplines. C'est vrai, au travers de l'informatique, tu as de l'électronique, tu as de la physique, tu as des mathématiques, tu as de la philologie, tu as du français, tu as de la littérature, tu as le vidéo, tu as tout un tas de disciplines. C'est un peu comme le cinéma, mais en beaucoup plus unificateur. Il regroupe tout un tas de sciences et de disciplines. L'humain a construit l'Internet. Et l'humain a construit l'architecture, a construit les villes, a construit la Terre. L'humain peut être vu comme une cellule souche qui a construit la Terre qui jusque-là n'était qu'un squelette. Lui, c'est la cellule, c'est le bio, c'est le vivant, un peu à l'image du corps humain. Et il a construit ce que moi j'appelle le système central nerveux de la planète, l'architecture Internet. Internet, c'est dématérialisé, mais il faut quand même des ordinateurs, il faut des relais, il faut des câblages, il faut des serveurs, il faut tout un tas de choses qui existent de manière tangible. Là encore, l'homme, voilà, vous voyez, l'homme construit. Donc on a une Terre avec son squelette, le géologique, son biologique, les cellules humaines. Ces cellules humaines ont commencé à construire un système nerveux central qui permet de faire remonter les informations. On construit des sociétés d'information dans lesquelles elles communiquent constamment. Même les gestes, même tout est communication. Et finalement, on aboutit à quoi? On aboutit à ce que Edward Bloom évoquait, c'est-à-dire un cerveau global. Moi, je dirais même plus un corps global. La Terre est un être en construction, un enfant en construction. Voilà, le squelette, la chair. Maintenant, on arrive à une ère où on peut parler de cerveau, enfin, on y arrive. Howard Bloom, l'écrivain qui a fourni le principe de Lucifer notamment et le cerveau global, deux livres que je vous conseille de lire, en tout cas c'est des livres géniaux, sur la mémétique,
parle d'un cerveau global et parle d'humain neurone. Moi, je parlerai d'humain cellule. L'interprocesseur, l'autre hypothèse parlerait d'un humain électron qui alimenterait un processeur. Voilà. Et l'hypothèse simulation parlerait d'un humain qui ne serait juste qu'un personnage dans une simulation. On a Internet. Et là, ben, on va évoquer encore une fois le père Teilhard de Chardin. On va évoquer Dan Simmons avec Hyperion. Ben, ce corps-là, il a un cerveau, la nosphère. Après le géo, après le bio, on a l'esprit. On a un corps, on a un esprit. Mais on n'a pas encore de conscience. C'est là qu'interviennent les big data. Et c'est là aussi, vous voyez, petit à petit, tous les éléments sont mis en place pour former une narration, pour restituer une image. Vous voyez toutes ces pièces de puzzle. Et les big data, il faut qu'on en parle. Alors déjà, un petit coup de gueule. Si vous avez des liens, donnez-les-moi. Sur le YouTube francophone, personne, et encore moins les pseudo-chercheurs de vérité à 2 balles qui passent leur temps à commenter à chaud, personne n'a travaillé sur les big data. Personne n'en parle, personne ne les évoque, personne n'en dit rien, c'est à croire même que personne ne connaît leur connaissance, ne connaît leur existence. Oui, on nous a parlé des big data, les sociétés, les services de renseignement qui nous surveillent, la CIA, les Russes, la DGSI, qui stockeraient toutes les informations, toutes nos communications, toutes les informations sur nous, etc. Ok, mais ça c'est le big data sécuritaire. Mais personne n'a parlé des big data. Je vais y venir d'ailleurs. C'est dommage, hein. C'est dommage parce que c'est un élément. D'ailleurs, on en parle très peu, hein. On en parle très peu. Moi, j'ai eu la chance d'être tombé dessus, de creuser, d'avoir pu creuser un petit peu la piste, mais sur YouTube francophone, il n'y a rien. Il a fallu aller chercher dans de l'écrit, il a fallu regrouper tout un tas d'éléments pour m'apercevoir que, en plus des agences de surveillance mondiales qui contrôlent, stockent nos données, nos communications et d'autres informations qui sont sur notre ordinateur ou sur les clouds, hein. Vous voyez l'intérêt des clouds, c'est qu'on leur donne toutes nos données. Déjà avec l'ordinateur et Internet, ils peuvent rentrer chez nous, voir ce que nous faisons. Avec le téléphone portable, ils peuvent nous écouter, ils peuvent voir nos photos, ils peuvent voir nos communications, ils peuvent voir ce que nous stockons sur notre informatique. Déjà, ils ont tout un tas d'informations. Mais les big data sécuritaires, ce sont des agences de renseignement qui s'en servent juste pour nous contrôler. Là, voilà, Internet a permis d'avoir une porte, d'ouvrir une porte, un œil dans notre intimité. Voilà, les disques durs, les clouds, tous les contenants de notre vie qui a été matérialisé, qui a été numérisé, leur appartiennent de fait. En fait, avec l'Internet, soi-disant instrument de liberté, ils nous ont donné une laisse, et puis en regardant un petit peu là où on navigue, en nous étudiant avec un bon psychologue, ils arrivent même à savoir ce que nous pensons maintenant. Ce que nous voyons, ce que nous disons, ce que nous vivons, ce que nous pensons, ce que nous sommes, ils le savent bien mieux que nous. Ça, c'est l'aspect sécuritaire. Big Data, c'est aussi autre chose. C'est des firmes comme Google, parce qu'il faut avoir une grosse capacité, c'est des firmes comme Google et d'autres qui stockent toute l'information planétaire. Émissions de radio, publications, revues, lettres, interventions sur Internet, blogs, forums, tout ce qui est susceptible d'être stocké comme information est stocké par des gens comme Google qui ont les moyens de stocker tout ça. Rappelez-vous que la science réelle a 20 ans d'avance sur la science qui nous est communiquée, qu'on travaille sur des réseaux de spin pour le stockage, qu'on travaille sur le stockage sur cristaux, qu'on travaille sur la nanotechnologie. Donc il n'y a pas de problème technologique à stocker toute l'information. Je pense que militairement, ils ont les moyens, ils utilisent des techniques que nous ne connaissons pas. Voilà. Google, comme d'autres, mais c'est surtout à travers Google, donc stocke toutes ces données, tout ce que nous disons, tout est stocké. Une publication, un journal, une émission radio, ce que tu veux, tout est stocké. Ça constitue, je vous ai parlé d'esprit, on a un esprit avec une énorme mémoire. Il stocke tout. Toutes les données sont là. On a véritablement un esprit. Alors pensez pas au cerveau, le cerveau ne stocke pas tout, c'est pas vrai, il reconstitue les souvenirs et il ne procède pas effectivement comme on peut le voir. Il ne stocke pas tel souvenir là. Le souvenir est décomposé en tout un tas de choses qui vont dans tout un tas de zones différentes. Là, on a tout un tas de données, c'est pareil, qui sont stockées, peut-être qu'elles sont stockées comme le fait le cerveau, hein. Les données sont redispatchées, désossées, redispatchées, stockées un peu partout. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que c'est un peu comme ces étudiants en droit qui ont une super mémoire, mais qui sont incapables, dans la réalité, de résoudre un cas pratique. C'est bien beau d'avoir toute l'information, mais si tu n'as pas la manière de penser, les principes logiques, les principes, le processus pour réfléchir, ben voilà, je reprends l'exemple des platistes. Les gars, pendant 1 heure, tu leur donnes des arguments et les types arrivent, ils les ont même pas écoutés.
Ils les ont même pas vus, les arguments. Déjà, ils n'arrivent même pas à réfléchir selon un processus logique qui te dit oui, mais on t'a dit toute ta vie, on t'a expliqué ça, t'es pas allé voir. Je viens de te donner 1 heure d'arguments avec une feuille et un stylo. Avec une feuille et un stylo, on te démontre que la Terre n'est pas plate. Voilà, donc voilà, si ton esprit a plein d'éléments, a toutes les données, mais n'a pas le processus pour réfléchir, ce qui suppose déjà la logique, puis une rationalité, enfin bon, tout un tas de petits processus, il est rien. En plus, cet esprit, on a le corps, on a le squelette, on a les cellules, donc le gras, on a l'esprit. Est-ce qu'il a conscience de lui pour l'instant, ce fameux grand corps planétaire? Et c'est là où interviennent justement le quantique, l'informatique quantique. Alors l'informatique quantique, le quantique en lui-même, vous verrez que la nanotechnologie, par exemple, permettra à cet être de construire des matériaux qui nous surprennent par leurs propriétés, mais bien plus que ça, c'est les algorithmes quantiques qui nous intéressent, puisqu'on travaille dessus. Il faut trouver un algorithme, c'est ni plus ni moins qu'un processus, une recette de cuisine, hein, parce que c'est le mot à la mode en ce moment, ça fait bien. Un algorithme, c'est la recette, c'est le mode d'emploi, comment je vais m'y prendre pour. D'accord? Le but de gens comme Google, c'est de développer des algorithmes, des manières de penser qui leur permettraient de penser comme un cerveau avec une immense masse de données. T'imagines, tu as tout dans la tête, toutes les données, et tu es un petit peu intelligent. T'imagines ce que tu peux faire? Eh ben, tu peux faire comme ce qui a été fait depuis 2008, c'est-à-dire grâce à certains algorithmes mis au point par Google, algorithmes qui ne sont pas encore quantiques, cette masse stockée d'informations a pu donner des théories, a pu donner des découvertes, a pu donner tout un tas de choses dans tout un tas de domaines. Je vous laisse aller vérifier, aller voir, en sociologie, en biologie, enfin il y a tout un tas de domaines où le fait d'avoir stocké toute l'information possible et d'avoir trouvé la bonne manière de penser a permis d'avoir un véritable cerveau, un cerveau qui, avec de l'information et de l'intelligence, trouve des choses, apporte une valeur ajoutée. Et là, on a notre cerveau global. Et là, on a notre corps. Et là, on a Gaïa. Google, c'est un petit peu le Skynet. Hein. Skynet de Terminator, c'est un peu la machine de Matrix, Google. Ça me fait penser à ça. Voilà, donc cette mémoire géante, travaillée par des processus algorithmiques, donc des processus logiques, a permis de trouver, de créer, de répondre à tout un tas de problèmes, de découvrir des théories. Personne n'en parle. Alors que sans cet élément, tu ne sais pas où tu vas. C'est ça le grand œuvre. C'est pour ça qu'ils se font appeler architectes. C'est pour ça qu'ils ont des équerres et des compas. Depuis le départ, ils ont compris qu'il y avait la formation, c'est ça qui est hallucinant, qu'il y avait la formation, il fallait faire plus grand. Regarde, tu as des particules élémentaires sur un plan. Ces particules élémentaires, elles s'assemblent. Elles forment à un moment donné des atomes, des molécules, puis des cellules. Ces cellules sont sur un plan d'existence différent. Sur le plan de la taille, elles sont bien au-dessus de... Comment ça s'appelle? Des particules. Elles existent ailleurs, elles ne les voient pas. Les particules, en s'unissant, ont construit le porteur supérieur. Ces cellules ont construit l'humain. Qu'est-ce que construit l'humain? À l'échelle planétaire, Gaïa. Un squelette, un corps, un esprit, et on commence à avoir un semblant de conscience de soi, de déduction, de logique, d'intelligence. Et ouais mon gars, t'as vu le coucher de soleil au fond là-bas? Ça rend mal, hein, c'est dommage. Hein. Ouais mon gars, ils sont en train de construire leur dieu. Ils sont en train de construire le corps et l'esprit. Mais il manque quelque chose quand même. Est-ce qu'il est là? Non. Il sera là quand il prendra conscience de lui, il agira en tant qu'entité. Tu vois, comme nous, hein. À la limite, pense que toi, ne pense pas que tu es un corps. Regarde, toutes tes cellules-là, c'est des petits mondes qui ne te voient pas et qui te construisent. Ben, eux, c'est pareil. Et là, on voit que l'univers prend du sens, tout ce qui se passe, que ce soit l'évolution de l'univers, que ce soit la Terre elle-même, qui semble, contrairement à beaucoup de physiciens, j'ai l'impression que la Terre elle a quand même une spécificité, jusqu'à preuve du contraire, elle porte toute forme de vie, une grande diversité de vie, jusqu'à preuve du contraire, ailleurs ou ailleurs d'ailleurs. Ils sont où les extraterrestres, tout ça, je veux dire, bon, à part d'extrapoler ou sortir des conneries, je les vois pas. Je vois que la Terre a une spécificité pour l'instant, à moins qu'on me démontre le contraire. Pour moi, c'est la scène. Bref. Donc,
On voit que même l'évolution humaine, même l'évolution des idées, même l'évolution de la science euh, ont du sens. Lorsqu'on comprend qu'à la fin, ils sont en train de construire un être sur un plan supérieur, qui s'appelle Gaïa, et ils le construisent voilà, avec des petits. C'est des petites unités qui construisent une unité supérieure, comme de petites cellules construisent l'humain. Voilà. Alors, c'est la suite, moi, que j'ai pas. Ça se passe comment ensuite? Arrivé à un certain degré de puissance informatique, le cerveau, par effet de seuil, prend conscience de lui comme entité, qu'il existe en tant qu'être. Quelque chose va arriver d'ailleurs. En islam, par exemple, on dit que Satan est dans une dimension très très proche, connexe, et n'attend qu'un moment pour entrer dans notre dimension. Lorsqu'on reprend tout un tas de films avec, prenez Le Seigneur des Anneaux, ils sont en train de construire, préparer l'arrivée de Sauron. Prenez Lovecraft qui te parle justement de ces gens sur Terre qui préparent l'arrivée des grands anciens sur Terre. Il faut pour ça des incantations, préparer le terrain et une conjonction planétaire ou cosmique bien précise. Ben là, c'est pareil. Ils construisent quelque chose pour accueillir quelque chose qui va arriver ou ce quelque chose va prendre vie d'un coup, va prendre conscience de lui. Ben, on attend l'âme. Parce que là, le cerveau, il est quasiment fait, il est fait. Parmi les humains cellules, ben, il y aura deux castes. Il y aura l'humain. Alors, les humains, ils n'ont plus besoin de 7 milliards d'humains. C'est ça qui met à mal un petit peu la théorie du processeur, où l'humain sera un électron. C'est que cette théorie voudrait qu'on garde le maximum d'humains pour avoir un maximum d'électrons. Ben là, non, ils n'ont pas besoin de tout ça. Ils ont besoin d'un humain. Alors, euh, le modèle, on va dire, luciférien a voulu que l'homme se déconnecte de la source. Ce modèle-là a flatté l'humain, l'humain au centre de tout. Il y a toi, tu es un être unique, on t'a fait des pubs sur mesure, on est là pour assouvir tes désirs, tout doit tourner autour de toi, etc., etc. Mais en fait, ce type de société qui prône ceci veut amener l'humain à quoi? Bah, tuer ton individualité, à transformer en une unité interchangeable qui sera dans une ville prison. Bah ouais, il y aura des villes dans laquelle tu seras, un peu comme Orwell, ou même chez toi on entendra ce que tu diras, il y aura peut-être même une caméra qui pourra te regarder, ou la caméra de la télé, de toute façon ils ont déjà Internet et le téléphone pour écouter ce que tu dises. Euh, Tu seras contrôlé. Après, ouais, on va te donner du shit, de la drogue, du sexe, du pain, des jeux, divertissement, tout ce qui ne les gêne pas. L'abondance sera possible avec 500 millions d'humains et avec toutes les sciences cachées. Je parle pas seulement de la génétique, je parle pas seulement des OGM, hein. Il doit y avoir tout un tas de choses qui permettront l'abondance. 500 millions d'humains sur Terre, l'abondance, tu l'habites. Le truc, c'est que tu restes dans les villes. Ils ont besoin de toi, tu es une cellule. Mais ils n'ont pas besoin de 7 milliards de cellules maintenant. Voilà, ils dégraissent. Tous ces gens qui ont construit, qui ont permis d'une manière ou d'une autre la construction de ce corps, ben on n'en a plus besoin là. Donc voilà pourquoi il y aura une troisième guerre à la fin, et puis surtout une guerre qui déstabilisera tout le monde et qui fera que l'humain oubliera son passé et deviendra une unité interchangeable dans une ville. Et il sera là. La deuxième case, ça sera tous ceux qui ont servi, tous les, tous les larbins, toutes ces petites merdes qui trompent l'humanité, qui se disent humains et qu'en fait ils servent une cause qu'on ne nous dévoile pas, voilà, et qui agissent dans l'ombre. Ces gens-là seront la case supérieure. Ce sera ceux qui penseront en être sans y être, mais qui se diront ouais, mais on sert Dieu, les prêtres de Dieu, en quelque sorte. Alors eux, ils auront d'autres avantages, hein. Le transgénisme, une forme d'immortalité, plus de drogue, plus de sexe, plus de ce que tu veux. Ils auront un petit peu plus. Et puis ils dirigeront les autres humains. Ils feront interface avec le corps. Ce sera ce qu'on appellera des agents normatifs. Allez voir ce qu'en dit Howard Bloom qui déconstruit la société en 5 groupes. Et tu as les agents de normalité. C'est tous ceux qui viennent te casser les couilles puisque tu fais pas comme les autres. Il y a des sociétés qui ne fonctionnent que comme ça, c'est pour ça qu'elles ne créent plus rien. Il faut être comme les autres, hein. Le propre d'une société fasciste, c'est de n'avoir que des agents de normalité. Et puis après, tu as le corps. Tu as l'être en lui-même. Ben, cet être, il saura tout ce qui se passera sur Terre, vu que c'est son corps, il saura tout, intuitivement. Mais c'est là où on revient à Harp. Alors, juste avant, ce système ressemble quand même au système Anunnaki, hein. Des dieux, deux castes de dieux, et des humains, les Lulus qui les servent. Ça ressemble un petit peu à tous les systèmes que nous voyons, hein, de toute manière, depuis un bon bout de temps, hein. Je veux dire, tu as toujours des serfs, une masse
une grande masse de gens qui forment la base de la pyramide, et puis plus on remonte, moins il y a de gens, plus ils servent, plus ils se sentent importants, et à la fin, au sommet, tu as, voilà, tu vois. L'enfant, ils sont en train de faire naître un enfant. La conjonction du 23 septembre, c'est quoi? Sur un plan énergétique, c'est quoi? L'incarnation, il va prendre conscience de ce qu'il est. C'est ça leur Dieu. En opposition avec le véritable Dieu, dont il sert les plans d'ailleurs, parce qu'il le laisse faire. La suite, hein, bah, après c'est simple. Hein. Alors je mets le doigt déjà pour vous éviter de voir les vilaines voitures. Je mets la main. Non, j'ai mis les images que j'avais. Bah, la suite, elle est très simple ensuite. On va revenir sur Harp. Harp va leur permettre quoi? Va leur permettre par exemple le feu de Dieu. Allez voir un peu ce qu'en dit Serge Boas. Harp va te permettre de contrôler la ionosphère, de communiquer partout avec n'importe qui, même avec d'autres peuples, avec des peuples, ou individuellement. On le voit, elles existent déjà, ces faisceaux sonores. Il y a des expériences qui sont menées aux USA ou ailleurs, publicitaires, qui font que chacun, c'est le syndrome du prophète. Chacun, en passant dans une zone bien précise, tu as un faisceau sonore qui te touche et tu as l'impression qu'une voix te parle. Il y a aussi des techniques qui permettent, hein, parce que le cerveau émet des ondes, de se mettre en résonance avec le cerveau et de parler directement à la personne sans que personne t'entende. Et puis on peut faire aussi un son et lumière avec ARP. On peut balancer des lasers partout, on peut diriger des missiles, on peut utiliser tout un tas d'armes pour utiliser le feu de Dieu avec un laser. Tu pourrais être touché, quel que soit l'endroit dans le monde où tu es, tu pourrais être touché. On a des pouvoirs. Cet enfant, cet être Gaïa aura des pouvoirs divins. La voix de Dieu, le feu de Dieu, la colère de Dieu, il pourra brouiller des zones, il pourra intervenir sur la météo, il pourra assécher des endroits, il pourra provoquer l'abondance dans d'autres. On a besoin de pluie, ah bah, Arc va te donner de la pluie, tu vois. Et là, les gens disent, ah, parce que les gens resteront au niveau, resteront sur leur plan. Donc voilà pourquoi on a besoin de personnifier cet être. Ils vont demander, ah oui, Dieu va t'envoyer de la pluie, et ils font pleuvoir. On peut créer tout un tas de choses avec les miracles de Dieu, l'holographie dans le ciel. Voilà, Harp, à quoi ça sert aussi. C'est un couteau suisse qui te permettra tout un tas de choses. Harp, les lasers, les hologrammes, la nanotechnologie, toutes les sciences actuelles, elles nous donneront des pouvoirs divins. Vous voyez, on construit un squelette, ensuite il y a des cellules, ensuite on construit un cerveau par l'apprentissage, ensuite ce cerveau on l'éduque en lui donnant des algorithmes qui lui permettront de réfléchir. Ce cerveau, ensuite il y aura une prise de conscience justement, enfin elle se fera au fur et à mesure qu'il s'agit d'un nouvel être. Mais alors cet être, il va agir où? Dans l'univers ou ailleurs? Son plan d'existence, lui, quand il pense, parce qu'il ne va pas nous voir, nous on ne passe pas notre temps à penser à nos cellules. Nos cellules sont sur leur plan d'existence, dans l'infiniment petit. Voilà pourquoi l'importance de l'infiniment petit est utile. D'autant que l'infiniment petit, on en parle un petit peu dans l'Apocalypse, lorsqu'on parle d'Apollyon, Abaddon, qui va remonter de l'abîme. L'abîme, ça peut être l'infiniment petit. Pensez au CERN. Vous voyez, on voit encore pas un tas de pièces de puzzle qui sont là, qu'on ne peut pas encore bien emboîter, mais aussi qu'ils appartiennent au tableau. Cet être verra tout, la vidéosurveillance, le satellite. Il te connaîtra même par cœur, de toute manière. Il sera omniprésent, omniscient. C'est un super même, il saura tout. Il contrôlera les pensées, puisqu'il y a des travaux à l'heure actuelle. Il y a des travaux qui permettront plus ou moins de connaître les teintes. Pas exactement ce que tu penses, parce que de toute manière, ta pensée est informe tant qu'elle n'est pas verbalisée, tant qu'elle n'est pas dans un certain vestibule. Hein. Ta pensée, elle reste informe. On a juste des teintes. On comprend mieux maintenant hein, la civilisation, comment elle a évolué, les sciences, comment elles sont arrivées. En fait, tout s'explique. On comprend aussi mieux l'équerre, le compas, leur idée de bâtir, de construire. Comme quoi, c'est des bâtisseurs. Bah ouais, ils bâtissent sur Terre, ils sont en train de bâtir la Terre, ils sont en train de créer l'enfant. Vous voyez, pensez à ça. Là, je m'adresse aux gens qui sont versés là-dedans de manière sérieuse. Pensez à tout ce que je viens de vous donner là, parce que c'est balancé pêle-mêle. Mais il est là le grand œuvre. Alors, il y a d'autres secrets, bien sûr, mais il est là le grand œuvre. On retrouve Platon avec ses idées, on retrouve les gnostiques avec leurs éons, qui sont aussi des idées, des mondes d'idées. On retrouve la mémétique, on retrouve Lovecraft, on retrouve Sauron, dont on prépare l'arrivée. Alors vous allez me dire, et Dieu, le vrai Dieu, bah, il le laisse faire, parce que de toute manière, ça va dans le sens du plan divin. Leur petit plan de construire leur petit Dieu va dans le sens du plan divin. C'est comme leur destruction et leur massacre là depuis un siècle. Ça arrange Dieu, parce qu'il faut finir, il faut détruire. Il faut détruire pour passer à autre chose. Donc il va les laisser faire, c'est le balai de Dieu, ces gens.
Il les laisse faire. Il faut tout casser là, il les laisse tout casser. Eux, ils pensent détruire et le faire et l'embêter. Alors que non, lui, ça l'a arrangé, il voulait détruire le truc. Voilà, donc, voilà le grand œuvre des frères Mickey. Voilà le grand œuvre. C'est simple et c'est compliqué à la fois, c'est très simple, mais je vous laisse moi extrapoler, hein. Si on peut même lancer un live là-dessus, ou un hangout, hein, mais réfléchissez bien, hein. Ils sont en train de construire leur dieu. Alors je vais pas... Non, je les évoquerai plus tard. Donc ça J'hésite, ouais. Non, mais je vais les évoquer un petit peu, voilà. Donc après, comment placer la théorie de la Terre processeur? Parce qu'on s'aperçoit que les villes sont construites comme des processeurs. Qu'on peut considérer les êtres humains qui se déplacent dans les villes, les feux rouges, la circulation, il y a des heures de pointe, il y a des heures où c'est vide. On a l'impression d'être dans un processeur et que l'humain est un électron qui fait tourner un processeur. J'ai envie de dire, mais la scène, elle est où? Est-ce que c'est l'univers que nous voyons autour de nous? Est-ce que la scène, l'écran, il est ailleurs? Est-ce qu'on fait tourner des super programmes qu'on appellerait des dieux? Vous voyez, c'est une théorie que j'ai du mal à placer euh, par rapport à la théorie Gaïa. Est-ce que l'univers que nous voyons existe ou est-ce que c'est juste une matrice, une simulation, pas une matrice, une illusion, pardon, qui est intrinsèque à nous en tant qu'électron, de manière à ce qu'on soit plus productif? Et puis la théorie SIM, hein, donc nous serions dans une simulation, une session envoyée par un logiciel qui serait dans une machine, et le monde que nous voyons là n'est que la copie d'un monde existant qui serait au-dessus de tout ça. Le logiciel serait le dieu des monothéistes, l'ordinateur, ça serait qui lance le logiciel, ça serait le protopère des gnostiques, l'énergie c'est le principe vie, c'est la source féminine, et le monde du dessus, l'étage du dessus, il serait bien au-dessus. Et ça serait les dieux, puisque à chaque fois on s'aperçoit que dans les textes religieux, il y a une confusion entre un dieu lointain et un dieu proche. Lorsqu'on dit à l'image et à la ressemblance des dieux. Lorsqu'on dit connais-toi toi-même et tu... Alors, connais-toi toi-même et tu connaîtras le secret des dieux et de l'univers n'est pas de Socrate mais de Thalès de Millet. Et finalement, elle s'adresse à nous, notamment pour la théorie Gaïa. Connais-toi toi-même. Si l'homme pense cellule, si l'homme pense que son corps est un monde et un univers, et que lui-même c'est une unité supérieure, et que des petites unités l'ont construit, cette phrase-là prend tout son sens. Je vous dis, je vous laisse enrichir ça après de par vos posts, de par vos interventions, je vous laisserai enrichir ça, mais cette théorie Gaïa, donc théorie Gaïa, théorie du processeur, théorie SIM, trois théories différentes, mais qui pour moi tiennent la corde. La première, c'est le grand œuvre des francs-maçons. S'ils sont pas contents, ils ont qu'à venir me voir. Mais là, je m'inquiète pas. Cette théorie Gaïa, moi j'ai envie de penser à Alan Duke, hein, Alan Duke dans la vidéo Les Sentiers du Réel. Il y a Alan Duke qui est invité. Il parle du secret de l'éternité, ETHERNITE. Et lui, il évoque l'humain comme une pile qui nourrit la terre, certains Moloch. Voilà, Moloch, on lui donnait les enfants, on lui donnait une dizaine de vierges et une dizaine de puceaux. Euh, Si on ne pense plus au corps, mais à l'énergie qui est donnée, voilà, on nourrit la terre d'eux. Ça peut être une théorie qui irait avec celle de la théorie processeur. Mais allez voir un peu ce qu'il dit. Lui, il voit les humains comme des piles. Et le secret de l'éternité, c'est que la pile n'est pas à être rechargée plusieurs fois, parce qu'elle a une durée elle a un nombre de charges de rechargement limité. Donc, moins on se décharge, moins on est rechargé, moins on s'approche de la date de péremption. Voilà. Je j'ai pas voulu la faire plein d'images, plein de trucs sensationnels. J'ai voulu la faire simple. Le son était pourri. J'ai préféré mettre une voix off et vous laisser les images, hein, donc vieux port, Canebière, et puis là vous laissez l'image d'un soleil qui se lève, la nouvelle aube, la nouvelle année, le nouveau matin, la Golden Dame, tout le monde attend ce nouveau matin. On va passer à une nouvelle ère. Tout le monde attend tout ça. Et on est à la fin de l'année. Donc qui va redoubler, qui va passer, qu'est-ce qui se passe. En tout cas, voilà. Ceux qui passeront à l'année d'après ne verront peut-être pas, ne seront plus sur ce plan, passeront à une nouvelle ère, mais il faut aussi penser à une nouvelle dimension. Imaginez la Terre, c'est de l'univers dans lequel on vit, dans plein de dimensions différentes. Nous, on passerait, c'est un peu comme une école, hein. C'est la même école, mais nous, on passe en classe supérieure. Il y a ceux qui resteraient là, qui referaient le circuit des 600-700 réincarnations sur 26 000 ans, et qui, eux, vont peut-être voir ce qui se construit là. Je ne pense pas que ça aille jusqu'à je ne pense pas que leur construction aille jusqu'à la fin. On n'est pas loin de la fin. Il reste quoi? Il reste juste que ce Dieu créé, cet enfant, cette synthèse
alchimiques prennent conscience de lui. Bien sûr qu'il y a ces prêtres, cette caste de gens, ces sociétés occultes, ces sociétés secrètes, semi-secrètes, et d'autres encore que nous ne connaissons pas, qui vont agir pour lui, qui seront là, qui agiront dans le corps pour lui. Bien sûr que lui, à la limite, il ne fera même pas attention au corps. Mais moi, ce que j'aimerais comprendre, et je ne l'ai pas encore compris, c'est lui, en tant qu'unité, sur quel plan il va agir. Je ne me vois pas parler à mes cellules, moi. Parce que lui, il existe peut-être sur une autre dimension. Et là, je parle de fréquence dimensionnelle, ailleurs, en tant qu'unité. Imaginez que chaque planète, chaque étoile, on les a personnifiées, mais peut-être qu'elles existent en tant que personnes ailleurs, et que nous les voyons comme planètes. Enfin, je ne sais pas si je m'explique avec suffisamment de clarté, parce que le sujet est dense. En tout cas, j'attends vos posts. On peut même faire un live là-dessus, mais je préfère que vous attendiez un petit peu. Un live ou un hangout pour parler de ça. Mais voilà, les francs-maçons et beaucoup de sociétés secrètes, au travers de tout leur cinéma, de toutes leurs théories complotistes qui nous balancent par Internet, la Terre plate, les reptiliens, tout ça, veulent nous cacher une chose, c'est qu'ils sont en train de construire une unité supérieure qui sera pas le remplaçant de l'homme, mais en tout cas qui sera au-dessus de l'homme. Et c'est ça leur Dieu, c'est ça leur histoire de pyramide. C'est voilà pourquoi ils parlent d'équerre, de compas. Ils sont en train de le construire et ils arrivent à la fin et toute l'histoire des idées, toute l'histoire des sciences, toute l'histoire de l'humanité, l'histoire de la Terre, l'histoire de l'univers vont dans ce sens. Voilà, je vous remercie. Et puis bah, à vous maintenant de commenter. Ciao tout le monde.